Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. À l'occasion du 66e anniversaire de la pseudo-indépendance du Niger, le président Abdourahmane Tchani vient de faire une déclaration tapageuse. Il a vraiment mis les points sur les i. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est fort. Il a tout dit. Il a donné toutes les informations que nous, panafricanistes, avons besoin pour notre narratif. Que ce sont des informations, pour la plupart, que nous connaissons bien, mais qui ne sont pas encore bien ancrées dans la mémoire des Africains. Parce que c'est lorsque nous retenons ces choses-là qu'on finit maintenant par comprendre comment on doit faire pour que tous ensemble, nous puissions combattre l'impérialisme. L'impérialisme utilise toujours les mêmes méthodes, depuis tout le temps. On l'a vu dernièrement en Côte d'Ivoire, on l'a vu dernièrement en Libye. C'est la même chose, surtout en Afrique. On l'a vu dans le Sahel. Et donc, monsieur le président Tchani nous dit que, d'abord, son pays est en train de subir une cabale médiatique sans précédent. C'est vraiment, vraiment la destruction d'une nation. Ça, c'est un fait. Ils passent tout leur temps à dénigrer. Et il y a un narratif qui a été imposé, surtout dans les médias mainstream, pour faire en sorte que tout ce qui est bien venant du Niger ou des pays de l'AES doit être étouffé. C'est-à-dire qu'on doit faire comme si ça n'avait pas existé, comme si ça n'a jamais existé et comme si ça n'existera jamais. Par contre, lorsqu'il y a même un seul soldat du Niger qui est blessé au combat contre les terreaux, eh bien, ils crient victoire des terreaux. Ils chantent partout. Ils font des éloges des terreaux. Ah oui, ça a toujours été comme ça. C'est ça qu'on appelle la cabale médiatique. C'est un narratif qui est imposé dans un sens unique. On ne doit jamais voir quelque chose de bon. Pour eux, depuis que Tchani est là, depuis que Assimi Goïta est là, depuis que Traoré est là, il n'y a rien de bon qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas réussi à mettre un terme au terrorisme, ils ne contrôlent pas le pays, ils ne développent pas la situation économique et sociale des populations, ils ne font absolument rien. C'est eux qui sont là pour faire, c'est eux qui devraient vraiment revenir pour venir agir. Voilà comment ils ont orienté leur narratif. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, ces pays-là, ces trois dirigeants sont le modèle de nos pays. C'est-à-dire que l'avenir de l'Afrique est dans ces pays-là. L'avenir de l'Afrique leur concerne. Voilà les amis. Il y a une autre chose, une autre méthode qu'ils utilisent, c'est la stratégie de la division. Tenter de diviser au haut sommet, entre les dirigeants d'abord, au sein même du gouvernement, entre l'armée et les civils, entre l'armée et la population, entre le gouvernement et la population. C'est la méthode qui est habituelle, qu'ils ont fait un peu partout là où ils passent pour manipuler le monde, manipuler les populations. La troisième méthode que le président Tchani a dénoncée, c'est la campagne diplomatique de diabolisation du Niger. C'est un peu ce qui explique le narratif qu'ils ont imposé, la cabale médiatique. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que sur le plan diplomatique, cette fois-ci, dans les institutions internationales, on va toujours présenter quelque chose de mauvais. On va toujours présenter, comment vous appelez ça, ce pays, le Niger, comme étant un pays où rien ne marche. Il y a l'insécurité. Il ne faut pas aller investir là-bas. Il faut abandonner ce pays. Il faut isoler ce pays. Il faut imposer de l'embargo. Et ce qu'ils font au Niger, c'est aussi ce qu'ils font au Burkina et au Mali. C'est la même chose. Ils tentent aussi
ces impérialismes, avec leurs valets locaux, de manipuler la société civile et les acteurs politiques. Les opposants ont du grain à mouler. Hein? Ils ont de quoi se nourrir, parce qu'on leur donne de l'argent, on leur donne des visas, on leur donne la possibilité d'aller partout dans le monde pour aller faire ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Et ils tentent ce que nous appelons, nous, des révolutions de couleur. Hein, essayer de mobiliser la société civile, l'orienter à travers parfois les ONG, parfois les ambassades. On l'a vu dans le conflit entre la France et l'Algérie, où les diplomates ne sont plus en fait des diplomates, ce sont des agents secrets qui sont là pour exécuter un agenda de déstabilisation de nos États. Le président Tiani vient de le dénoncer. Le président Tiani dénonce aussi cette méthode d'installation des bases militaires autour des États du Sahel. On le voit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Il y avait aussi le Tchad qui a refusé. Ils sont en train d'essayer de forcer la main de Tinubu. Mais Tinubu, lui, il est comment dirais-je, soumis à ces sénateurs redoutables qui sont à la frontière, des États qui sont à la frontière avec le Niger, qui font leur travail, mais alors d'une façon exceptionnelle. C'est ce qui est en train de sauver. Donc, on le voit, ils ont le Sénégal et autres. Pourquoi ils ont mis des bases militaires sur tout autour du Sahel? Ce n'est pas pour leur sécurité. La sécurité des États-Unis ne dépend pas d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Quand même, soyons sérieux. Il faut être fou, il faut être dingue, il faut être malade pour pouvoir faire une telle affirmation. La sécurité des États-Unis, ça doit être garanti ici aux États-Unis, ce n'est pas en Afrique. L'Afrique n'est pas une menace pour la sécurité des États-Unis. C'est plutôt les États-Unis qui sont une menace pour la sécurité en Afrique. On a vu comment ils ont détruit la Côte d'Ivoire, comment ils ont détruit la Libye, et on voit les conséquences aujourd'hui, ce que nous avons dans ces pays, quels sont, disons, le nombre aujourd'hui de morts, le nombre d'affamés, hein, la paupérisation qu'ils utilisent, le CFA qu'ils utilisent comme instrument de sous-développement, de frein au développement, ainsi de suite. Donc, ce sont ces choses-là. Il y a aussi, en dehors de le fait qu'ils sont en train d'encercler l'AES, on voit aussi, ils forment, ils s'impliquent dans le renseignement et ils soutiennent les terreaux. Vous vous souvenez de la plainte du Mali qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais abouti. Le Mali demandait au Conseil de sécurité de leur donner l'occasion de prouver à ce Conseil et au monde entier que la France est un pays qui soutient le terreau en Afrique et notamment au Mali. Et ça, c'est valable non seulement au Mali, mais c'est aussi valable dans les autres pays. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui, parce qu'on a diabolisé justement ces pays, fait en sorte qu'ils trouvent des raisons pour ne pas organiser cette rencontre. Oui, et ça, c'est dénoncé partout. On le voit, nous le savons. Maintenant, il y a un autre aspect que le président Tiani a abordé, celui du retour de l'AES dans la CEDEAO. Pourquoi les pays de la CEDEAO veulent forcer la main à l'AES? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a confirmé que nous sommes à un point de non-retour. Il n'y aura pas de retour au sein de la CEDEAO, c'est clair. Quand il a dit. Maintenant, le problème c'est que, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il nous montre, il nous explique pourquoi ces pays-là insistent. Et je crois vous avoir déjà parlé de ça. Ces pays qui sont déjà les esclaves de la CEDEAO, de l'Occident et notamment de l'OTAN, veulent faire venir ces pays-là parce que l'OTAN est en train de perdre le contrôle de ces pays-là. Et si ça continue, l'OTAN risque de perdre le contrôle de tous les pays africains. Donc, ceux qui sont encore esclaves, là, il faut leur demander de tout faire pour qu'ils puissent revenir au sein même de la CEDEAO. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont en train de gagner du temps? Pourquoi ils ont ajouté encore 6 mois en plus? En fait, ils ont ajouté 6 mois en plus, c'est parce que
ces années qu'ils ont passées là, ils n'ont pas pu éliminer un de ces dirigeants ou les 3 dirigeants de l'AES. L'objectif, c'est quoi? C'est donner plus du temps à ces pays-là, de l'OTAN, de faire leur coup d'État. Ça, cette fois-ci, ça va être un coup d'État à l'occidental. Et bien entendu, on va mettre devant quelques larbins, hein, comme ils font en RDC avec Kagame. Kagame est venu d'abord pour chasser Mobutu avec Kabila. Et maintenant, il est en train d'utiliser des gens comme les Corneille Nangaa et autres qu'il met devant. Et puis bon, lui, en fait, c'est lui qui est en train de faire qui est en train de vouloir déstabiliser la RDC. Et lui-même, il est soutenu par les Occidentaux. Donc, ceux-là, c'est la même chose qu'ils sont en train de vouloir faire. S'ils ont ajouté 6 mois, je vous avais déjà dit qu'ils ne pouvaient pas ajouter 6 mois sans se concerter avec les pays concernés. Mais s'ils le font, c'est parce que eux, ils veulent à tout prix, non seulement ramener ces pays-là dans l'esclavage, mais ils veulent donner du temps à, comment vous appelez ça, aux Occidentaux de faire soit une révolution de couleur ou bien un coup d'État pour déstabiliser ces pays-là définitivement et les imposer le retour dans la CEDEAO. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc, bien aimés frères et sœurs, vraiment, ce discours a été un discours choc parce qu'il y a eu tellement de révélations fracassantes, des révélations qui nous servent pour pouvoir comprendre un peu les enjeux de la géopolitique actuelle et notamment ce qui concerne le Sahel. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.